8h18 sur TV Finance et on retrouve Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Aude. Et alors ce matin au programme, une petite ETI mais internationale, Clasquin. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en 2-3 mots? Oui, bien sûr, évidemment. Donc Clasquin, c'est un groupe français spécialisé dans les prestations d'ingénierie en transport aérien et en maritime, en transport maritime. En gros, très simplement, c'est une société qui se situe entre les fournisseurs et les clients. En gros, très rapidement, c'est comme un tour opérateur dédié aux biens, en quelque sorte, puisque la société s'occupe de gérer que ce soit l'affrètement, mais aussi, je dirais, tout ce qui est lié aux assurances, liées à ces produits-là, aux documents officiels pour passer les douanes, etc. Donc c'est vraiment une prise en charge globale des transferts de biens d'un fournisseur à un client. Elle s'est positionnée principalement sur le transport de marchandises à destination des États-Unis et de la zone Asie-Pacifique. Et on verra que ces 62 bureaux qui couvrent à peu près une vingtaine de pays se trouvent également en Afrique. Au S1 2018, le chiffre d'affaires se répartit à 35% pour l'aérien, 45-46% pour le maritime et 20% pour l'activité autre. On verra que dans autre, il y a à la fois des prestations informatiques et également le développement de nouvelles activités. Et en l'occurrence, donc c'est le ferroutage, le transport de containers sur barge et également, alors ils sont spécialisés dans une activité foire et salon. Donc on imagine que c'est tout ce qui a trait à ces organisations qui sont transportées d'un point A et d'un point B. Comment comprendre macroéconomiquement ce secteur? Eh bien, assez facilement, je dirais, il faut regarder l'évolution du PIB mondial et également l'évolution des échanges, des flux commerciaux appliqués aux biens. Et qu'est-ce qu'on remarque? Alors, deux secteurs, hein, le fret et le maritime. Quand on s'intéresse d'abord au fret, qui sont les deux tableaux, les deux graphiques à droite, eh bien, on se rend compte que, alors évidemment, entre 2007 et 2012, le volume d'échanges a dramatiquement baissé pour ensuite remonter. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'à partir de 2017, eh bien, la tendance, l'IATA, qui est en gros l'Agence internationale du transport aérien, fait trois types de prévisions. Une haute, une moyenne et une basse. Fourchette haute, on se tiendrait pour 2017 à 2022 dans une évolution croissante des échanges comprise entre 7 et 10%. Si on se base sur ce qu'ils appellent la baseline, donc c'est une tendance continuelle, en fait continue des tendances de la tendance actuelle, on resterait sur une croissance du marché comprise entre 4 et 5%. Et enfin, dans un scénario où la GFC, c'est la Global Financial Crisis. Donc c'est la fin, si la guerre commerciale continue, donc en l'occurrence ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les tensions commerciales entre Pékin et Washington étaient amenées à se renforcer, eh bien, on pourrait voir un effet négatif sur le taux de croissance, enfin pas un effet pesant sur l'évolution des échanges de biens, puisqu'il se situerait entre 0 et 3% typiquement. Ça, c'est pour le fret aérien. Pour le fret maritime, alors je suis désolé, j'ai balancé mes tableaux un peu comme ça, mais en gros, les organismes chargés d'étudier, finalement de faire de la prospective sur cette activité-là, tablent entre 2017 et 2026 sur une croissance des échanges compris entre 3,1 et 4%, donc sur la période allant de 2018 à 2023. Donc ce que l'on peut voir en réalité, c'est qu'effectivement il y a des tensions commerciales, mais en réalité je crois qu'il faut surtout comprendre que les PIB, alors certes le PIB mondial va moins croître en 2019 qu'en 2018, les prévisions pour 2020 à 2022 sont effectivement tablent sur une croissance plutôt faible par rapport à ce qui a été avant, mais la croissance est toujours là, les échanges vont continuer. Ce qu'on remarque, c'est qu'on va assister aussi à un basculement d'un certain type de produits, en l'occurrence beaucoup les produits industriels, qui seront moins échangés au détriment d'autres. Donc ceux sur lesquels donc, est positionné Clasquin. Ça c'est pour le marché. On verra également qu'il y a une problématique de taux de fret en fait, en réalité, qui est intéressant à comprendre, que ce soit sur le maritime ou l'aérien. Et les variables, je dirais, les facteurs les plus importants qui déterminent l'évolution de ce taux de fret, ce sont l'évolution. Déjà, on parle de quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, le taux de fret, en fait, c'est globalement, c'est un montant qui sera appliqué. C'est ce qui va déterminer le prix payé par, je dirais, le prestataire de service. En réalité, donc, Clasquin va se baser sur l'évolution du taux de fret pour pouvoir comprendre. En fait, c'est le niveau qui sera appliqué, le niveau de prix qui sera appliqué par les transporteurs, en gros. Comment il le calcule? Il le calcule à partir de deux façons. Enfin, il le calcule à partir de deux variables qui sont l'évolution du baril de pétrole et l'évolution
de la parité euro-dollar. Ce que l'on voit à court terme, c'est que le baril de pétrole a tendance à diminuer, que la parité euro-dollar a tendance, l'euro a tendance à perdre du terrain face au dollar. Donc tout ça peut peser positivement, je dirais, sur la marge commerciale brute de cette société, puisque cette société, on la comprend et on l'analyse à partir de la marge commerciale brute. En gros, c'est le chiffre d'affaires duquel on va retirer la sous-traitance, puisqu'en réalité, on peut comprendre ça comme étant une entreprise de commerciaux, une entreprise d'ingénieurs commerciaux qui sont chargés finalement d'identifier les meilleurs transporteurs et ensuite de négocier les prix pour proposer à leurs clients, je dirais, des prix les plus compétitifs. On verra également, alors je ne sais pas si c'est pertinent, mais en tout cas, on peut s'amuser à rapporter le nombre d'opérations à la marge brute et comprendre, déterminer très facilement, très globalement et très rapidement peut-être un niveau moyen de prix pratiqué par la société, et on se rend compte que de 2007 à 2017, le prix a tendance à baisser. Donc, et ce, pas forcément en corrélation avec l'évolution des taux de fret. Donc on voit que stratégiquement, ils sont en train de gagner des parts de marché, puisque la société effectivement a un positionnement assez unique, c'est-à-dire qu'elle est, donc comme vous l'avez dit, une ETI, c'est pas un grand groupe international sclérosé, c'est non plus une PME locale qui finalement n'a pas de débouché, et donc finalement elle a décidé de se positionner, enfin sa stratégie c'est évidemment de voir à la baisse ses prix sur la période 2007 à 2017. Très rapidement, je suis désolé, alors c'est des tableaux, voilà, bon, bref, ce que l'on remarque, c'est que le chiffre d'affaires prend 128%, la marge commerciale brute, donc c'est la différence, c'est le rapport, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et la sous-traitance qui augmente de 136%, 137%, l'excédent brut d'exploitation prend 64%, le résultat d'exploitation prend 60% et le résultat net par contre c'est de 89%. Ce qui est plus intéressant, c'est au niveau des marges qu'il faut regarder, c'est-à-dire que quand on regarde la marge d'EBITDA et la marge d'EBIT et la marge annuelle, toujours rapportée à la marge brute commerciale, on voit que sur la période, donc sur 10 exercices, elle a tendance, c'est même pas une tendance, c'est qu'elle perd alors 5,5 points pour la marge d'EBITDA, moins 4,51 pour la marge d'EBIT et moins 5,70 pour la marge nette annuelle. Pourquoi? Eh bien justement, potentiellement, c'est cette stratégie en fait d'évolution du chiffre d'affaires par les prix qui fait que eh bien, le niveau de marge fixe et variable a tendance finalement à rester assez corrélé à l'activité, même pour les charges fixes. Donc finalement, c'est très clairement le positionnement, je vais dire, tout terrain, on pourrait dire, de cette société qui fait que eh bien, les marges finalement sur la période, sur 10 ans, eh bien, sont pas en train de prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt encourageant, mais en gros, très rapidement, on voit que le chiffre d'affaires monte. Quand on regarde donc les marges, donc on voit que c'est le diapo à gauche, que quelles qu'elles soient, eh bien, elles sont plutôt en diminution, excepté pour la marge brute rapportée au chiffre d'affaires, mais sinon toutes sont en diminution. Les rentabilités également, qui permettent de calculer l'effet de levier, sont plutôt en diminution, mais n'empêche que, eh bien, permettent de dégager aujourd'hui un effet de levier qui peut être intéressant, un effet de levier opérationnel. Et enfin, on voit l'évolution des flux de trésorerie, des flux d'investissement qui, dans leur tendance, eh bien, a amené la société à s'endetter, puisque elle ne dégage plus suffisamment de CAF pour réaliser ses investissements. Et par ailleurs, il lui faut donc, oui, financer ses investissements et surtout financer son BFR. On se rend compte qu'elle a un BFR qui explose, qui prend en fait en réalité sur. Elle investit beaucoup, elle possède pas, elle possède pas du tout de bateaux. Non, pas du tout. C'est vraiment un prestataire de service. Elle n'a pas de stock, elle gère pas de stock. Son BFR, sa constitution, c'est quasiment uniquement ses créances clients et ses dettes fournisseurs. Sinon, non, elle n'a pas d'actifs lourds en fait en réalité. Donc c'est vraiment lié à son activité et son modèle économique. Et donc pour ça, pour financer son BFR et ses investissements, même si les investissements ont tendance à diminuer rapportés au chiffre d'affaires, on se rend compte qu'il passe d'une part de 3-4% quand la société va bien d'investissement rapporté au chiffre d'affaires à quasiment un peu plus d'1% en 2017. Donc la tendance, et on comprend donc cette logique finalement d'endettement. La société a publié son T3 2018 qui est encourageant, le chiffre d'affaires prend 6%, la marge commerciale brute prend 8,4%, porté par l'activité aérienne qui prend 17,9% et porté également par ses nouvelles activités, donc le roll-on et le roll-off. En gros, c'est mettre un conteneur sur une barge en gros, et donc cette activité foire et exposition. Le petit graphique en dessous, un peu comme d'habitude, j'ai remarqué, j'ai essayé de déterminer des périodes pendant lesquelles il c'est intéressant de regarder l'évolution du cours de bourse de la société par rapport à son benchmark, c'est un de ses concurrents et un autre secteur d'activité. Ses concurrents par exemple, ça va être qui? Alors sont beaucoup plus gros, mais typiquement là moi j'ai pris DSV, c'est une société danoise qui fait exactement le même métier, mais la valo, je crois que la capi on est sur quasiment plus d'1 milliard, donc strictement rien à voir, mais en tout cas le métier est le même. Mais donc en tout cas ce qu'on voit, c'est que la société a cédé que 41% dans ce qu'on peut considérer comme étant l'œil du cyclone de la crise des subprimes appliquée au marché boursier.
marché. Son benchmark, c'est 7,53. La société DSV perd 61 et moins 90, c'est le Bélier, un fournisseur, un équipementier automobile. On voit également que ces deux sociétés-là, donc DSV est en vert et Clasquin en noir, on voit que ce sont les deux sociétés qui ont un degré de résilience le plus rapide puisqu'elles atteignent leur niveau neutre le plus rapidement possible. Donc c'est à noter et c'est à noter. Concernant le parcours boursier, sur le 3 ans le titre prend 23, sur 6 mois il prend 1,02 et depuis le 1er janvier il prend 10,3. J'ai essayé donc d'appliquer des techniques de valorisation pour déterminer des positions éventuellement d'entrée ou de sortie de cours. Ce qu'on peut remarquer globalement c'est que le titre est plutôt bien valorisé, que le potentiel de croissance existe mais peut-être pas suffisant si on veut très clairement faire un coup sur ce dossier-là. Par les pairs, je suis à 38,67 € le titre, ce qui équivaut à un multiple de 22,9. Les bidas, je suis à 42,89, ce qui me fait une moyenne de 40,78 € le titre, sachant que vendredi soir, à la clôture, on était à 39,60. Par les DCF, donc j'arrive à 48,38 € sur des exercices, croissance moyenne de chiffre d'affaires comprise de 4,2%. Mes marges opérationnelles, alors là, elles sont calculées à partir du chiffre d'affaires et pas de la marge brute. C'est pour ça qu'elles sont moins importantes. Mais elles sont comprises entre 2,46 et 5,13, sachant pour info qu'en 2017, la marge opérationnelle rapportée au chiffre d'affaires, elle est 2,02. Donc on voit que là, on est quand même relativement proche, mais en croissance. Mon coût du capital, 6,09, ma prime de risque, 7,08. Et quand je fais la moyenne des DCF par les multiples, j'arrive à 43,31 € le titre, ce qui me semble être finalement un objectif de cours réalisable, puisqu'on voit que graphiquement, le titre a atteint les 43,20 à la fin du mois de septembre 2018. Donc typiquement, c'est faisable. Ceci étant, je dirais que, alors je ne sais pas ce que fait le cours ce matin pour le coup, mais en tout cas, on peut imaginer un premier palier de résistance technique à 40,40 € le titre, sachant que moi ça correspond à mes 40,78, donc ma moyenne par les valos, ma moyenne de valorisation par les multiples, et enfin donc ensuite on aura un second palier de résistance, les 43,20, qui correspondent donc à ma moyenne DCF plus multiple à 43,31. Donc typiquement sur ce dossier, et on voit que le RSI en bas, c'est un indicateur qui permet de définir si le titre est en surachat ou en survente. Là, en l'occurrence, il est plutôt neutre, donc ça veut dire que typiquement, on est plutôt dans une logique fondamentale d'analyse de ce titre plus que dans une logique technique. Donc sur le titre, je dirais que il est intéressant, ça peut être peut-être un investissement de bon père de famille, le risque n'est pas foncièrement important, d'autant plus que macroéconomiquement, la Chine, ce week-end, a dit que, à contrario des tensions qui grandissaient avec Washington, elle était ouverte à renégocier ses droits de douane à l'encontre des autres zones économiques et notamment l'Europe. Donc typiquement, ça peut augmenter le volume d'échanges entre ces zones-là, entre l'Europe et l'Asie-Pacifique. Donc il y a des catalyseurs existent. Financièrement, je ferai quand même attention au degré d'endettement. La structure bilancielle, donc le BFR et le gearing me semblent quand même dans une dynamique peut-être un peu, pas alarmante, mais tout du moins dans une dynamique que je regarderai. Également, alors j'en ai pas parlé, mais c'est l'évolution de la société par rapport à son point mort. On est en train de se rendre compte, donc son seuil de rentabilité. Ce dont on se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure des exercices, donc les 10 que j'ai étudiés, on se rend compte qu'elle surperforme son seuil de rentabilité, mais de moins en moins, en fait, en réalité. Donc ça veut dire que si on anticipe un mouvement macroéconomique un peu dur, un retournement de marché dans les prochaines années, la structure opérationnelle, donc appliquée aux charges de la société, laisse penser que, eh bien, elle aura un degré de réaction peut-être un peu moindre et donc un impact, et ça aura un impact sur ses niveaux de marge quasiment immédiat, et donc il faudra faire attention. Okay. Merci beaucoup à Louis-Antoine Michelet. Donc Clasquin, un investissement à regarder. On se retrouve tout de suite.